bonsoir les Itata. Vous êtes de nouveau avec nous ce soir pour le deuxième volet de notre émission consacrée au vivre ensemble entre afro-descendants et békés sur notre territoire en Martinique. Alors parler de ce vivre ensemble entre békés et afro-descendants, c'est souvent marcher sur un fil tendu parce qu'il y a ici des blessures, un devoir de mémoire et évidemment beaucoup d'espoir. Alors, il faut avancer. Et pour avancer, il faut s'asseoir ensemble et pouvoir discuter sans se crisper. C'est le challenge que vont devoir emporter ce soir nos invités, mes trois invités, parce qu'ils se sont engagés évidemment à ne rien prendre comme une attaque personnelle, mais bien évidemment à tenter, non pas forcément de se plaire, mais comprendre, de se comprendre. Merci à vous, messieurs. Bonsoir, merci à vous d'être là. Monsieur Jean-Louis Fonsa, que nous ne présentons plus, Monsieur José Marot-Desgrottes également, vous étiez avec nous lors de notre premier volet. Merci de revenir et de continuer ce travail justement de ce débat, cet échange. Et je me tourne vers vous. Alors avant de parler à notre troisième invité, je vais quand même vous présenter à nouveau, peut-être aux téléspectateurs qui n'ont pas vu le premier volet. Monsieur José Marot-Desgrottes, vous êtes expert comptable, vous êtes un féru d'histoire, vous l'avez prouvé lors du premier volet, un féru d'histoire de la Caraïbe et singulièrement de notre île de la Martinique, et vous êtes père de famille également. Monsieur Jean-Louis Fonsa, vous êtes un historien, vous avez de belles histoires à nous raconter encore ce soir et à tracer un petit peu toute l'histoire de notre pays. Et je me tourne vers vous, vers toi, Fabrice Dunant, à mes côtés ce soir, un invité qui est un peu spécial, cher Zitata, vous l'aurez compris, et pas seulement parce qu'il partage ma table. Fabrice Dunant, tu es donc un entrepreneur martiniquais, pour ceux qui ne te connaissent pas, un homme engagé, observateur fin de notre société. Et puis, à tes heures perdues, tu es aussi mon époux, mon mari. Bonsoir, merci à toi. Alors, Fabrice, devant ce peu d'entrain qu'ont eu certaines de mes invités à participer à cette émission, tu as choisi d'accepter mon invitation à y participer. Pourquoi était-ce important pour toi d'être là? Bonsoir tout le monde. Donc, pour deux raisons principales, je considère qu'il n'y a pas de sujet tabou. Donc, tout doit être abordé. Et la deuxième raison pour moi, qui est la principale, c'est parce que j'aime la Martinique. Donc, dire aimer la Martinique ne peut pas se résumer à aimer de Grand-Rivière à Sainte-Anne, Fort-de-France jusqu'à Trinité, mais aimer ceux qui composent la Martinique et ceux qui font la Martinique. Donc, les Martiniques, en croyant aussi que le champ des possibles est devant nous. Je suis un optimiste. Très bien. Alors, messieurs, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et on va commencer notre débat avec une citation de monsieur Raphaël Confiant dans son ouvrage Bal masqué à Bekenand. Il dit la chose suivante. Il dit le bancoustan de luxe que s'est construit l'aristocratie blanche créole dans le sud de la Martinique. Il parlait, cette métaphore évidemment souligne un peu l'isolement et, selon monsieur Raphaël Confiant, le privilège de certaines personnes de la communauté béké. Que pensez-vous de cette citation, Monsieur José Marot-Desgrottes? Elle dépeint M. Confiant. Toujours un peu provocateur, toujours un peu dans l'exagération, parce qu'au fond, je l'ai déjà dit dans d'autres débats, la communauté béké ne vit pas seulement au Cap-Est. C'est une minorité qui vit au Cap-Est, peut-être 10%, 15%, j'en sais rien, attirée peut-être par la beauté du site, mais il y en a énormément qui vivent ailleurs, dans toutes les communes de l'île. Et moi, personnellement, j'habite à Balata, dans les hauteurs de Fort-de-France. Je trouve ça beaucoup plus sympathique pour les transports. Je trouve ça beaucoup plus sympathique pour le climat que j'ai autour et la végétation que j'ai autour. Et je n'irai, ça ne m'intéresse absolument pas d'aller au Cap-Est. Alors, c'est vrai que quand vous vous regroupez comme ça, il peut y avoir un sentiment, vu de l'extérieur, en disant « mais regardez comment tous ces gens-là vivent entre eux ». Mais peut-être qu'ils vivent entre eux, peut-être qu'ils ne vivent pas entre eux. C'est un jugement comme ça en périphérie de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment tout ce qui peut se passer avec des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, qui se reçoivent ou qui ne se reçoivent pas, qui sont en amitié ou pas en amitié. Enfin, c'est comme dans toutes les communautés. Hein. Vous savez, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Monsieur Jean-Louis Fonsa, que vous inspire cette citation? Alors, deux choses. Un, à mon époque, c'était Didier. Oui. C'est que qui vivait à Didier. Et surtout, évidemment, Gérard dans les plantations. C'était ça. C'est le regroupement des béquets et sur la côte atlantique. Je ne
Enfin, à mon époque, on n'en connaissait pas. C'est récent, apparemment. D'accord, mais c'était toujours Didier, etc. Didier, puis bon, alors les plus riches, c'était Didier, on disait, les moins riches, c'était Wadout, dans les hauteurs friches. C'était comme ça, etc. Mais la question, vraiment, je me suis, depuis la dernière, je me suis vraiment, j'interroge beaucoup l'histoire pour comprendre, si vous voulez, essayer de comprendre dans l'histoire de la Martinique, de nos rapports avec la France, comment, si vous voulez, s'est structuré nos populations à travers l'histoire et les résultats d'aujourd'hui. Et pour moi, il y a 3 éléments importants. Permettez, un, c'est 1635, lorsque Louis XIII et son ministre décident que la Martinique devienne une propriété de l'État, c'est-à-dire de la monarchie. 2, important, c'est le Code noir, qui est un instrument sous les juridiques, constitutionnel, on peut dire, hein, et du pouvoir royaliste colonial, qui décide de légiférer les rapports entre les hommes chez nous. D'accord? Et 3e élément important, c'est 1946, c'est-à-dire la départementalisation, qui n'a pas été un acte décolonial, je ne dis pas d'anticolonial, décolonial, mais qui est, si vous voulez, que la suite logique de 1848, où les élites ont fait confiance au pouvoir politique de la Troisième République, qui est un pouvoir politique, ça s'appelle la politique coloniale et de civilisation, et qu'ils ont transmis, si vous voulez, cette fracture culturelle, parce qu'il fallait apporter la civilisation. Donc, si vous voulez, notre histoire est bien structurée par le pouvoir colonial, et ensuite, nous, les Martiniquais, si vous voulez, au cours de notre histoire, qu'elle soit d'origine africaine, ou européenne ou indienne, et si vous voulez, on est tombé dans une espèce de bain culturel qui est, si vous voulez, la colonisation, le pouvoir colonial devrait résoudre nos problèmes. C'est-à-dire nous emmener à la connaissance des écoles, etc. Et donc, l'aspect décolonial qu'on trouve dans les autres pays de la Caraïbe, si vous voulez, Barbade, Saint-Lucie, Cuba ou Saint-Domingue, on voit toutes les classes sociales s'organiser et vivre ensemble. Nous, non. Et on a retranscrit ce que le Code noir disait. La preuve, le Premier ministre, la semaine dernière, il dit, bon, on va au Parlement, nous allons effacer le Code noir. Abolir le Code noir. Ce qui est ridicule, puisque 1848, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de Code noir. D'accord? Et alors, c'est quand même plus grave dans cette affaire, plus grave si vous voulez, c'est un terme, c'est que le pouvoir royaliste en France, depuis Louis XI, disait qu'en France, on ne peut pas avoir d'esclaves. Sur la terre française. Sur la terre française, on ne peut pas avoir d'esclaves. Ouais. Or, lorsque la Martinique devient française officiellement en 1635, ils mettent en place l'esclavage. C'est-à-dire officiellement, c'est-à-dire juridiquement, constitutionnellement l'esclavage. Donc, si vous voulez, donc on sommes nous pris dans Bougalou. C'est-à-dire d'un côté, un pouvoir colonial extrêmement puissant qui gère l'ensemble, et de l'autre, une élite martiniquaise qui s'engouffrait dans les pas du pouvoir colonial pour tenter de résoudre le problème. Or, il n'y a pas eu de politique décoloniale jusqu'à ce jour. Quand on prend 1946, quand Césaire-Paul dit c'est l'assimilation pour avoir les mêmes droits sociaux, c'est tout. Alors, Monsieur Fonsa, on va laisser Fabrice Dunon répondre à la question également et revenir sur ce point. Allez-y. Oui, donc Vas-y, concernant cette citation de Raphaël Confiant, pour ma part, je vois qu'il y a une traduction de ce qui pourrait être la définition du Becquet, concernant des spécificités phénotypiques et géocentriques, résultant dans le continuum de ce qui a organisé l'espace martiniquais ou bien l'habitation. On parle du Code noir. Le Code noir n'était pas un ensemble juridique régissant les relations entre les hommes, mais plutôt un ensemble juridique. C'était l'édit du roi, un code. Comment le maître, quelle relation le maître devait entretenir avec l'esclave.
la définition de ce qu'était le maître et aussi la définition de ce qu'était l'esclave. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce continuum-là, puisque l'abolition de l'esclavage, le décret de Victor Schœlcher n'a pas rompu la relation qu'il y avait entre les esclavagistes de l'époque et les esclavisés de l'époque. Il n'y a pas eu de rupture. La Martinique a continué à se développer sur ce fait colonial-là, et nous sommes dans cet héritage, dans ce continuum colonial du fait de notre histoire. Et c'est véritablement une spécificité quand on regarde justement la Caraïbe, et au-delà de la Caraïbe, qu'on va également aux États-Unis, puisque c'était pratiquement les mêmes familles qui sortaient de France, qui sortaient d'Espagne, qui sortaient des États-Unis, et qui allaient dans les colonies. Et c'est vrai qu'en Martinique, les descendants d'esclavagistes ont une spécificité qu'on ne retrouve qu'en Martinique, dans le rapport avec la métropole, mais aussi dans le rapport avec l'espace dans la Martinique. C'est en ça d'ailleurs que Raphaël Confiant, vous me direz ce que vous en pensez, il parlait d'ethnoclasse, toujours dans ce contexte-là où, selon lui, la société martiniquaise est structurée en fonction de la classe ethnique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui et non, parce que au fond, dans la réalité, tout est dans la nuance. Et à les cataloguer comme ça de façon très définitive en disant c'est comme ça, mais tout est dans la nuance, comme dans toute la vie. Moi, je suis allé plusieurs fois à Cuba, dans des hôtels partout. J'ai observé qu'au premier, deuxième étage de la direction, c'était des Espagnols. À l'accueil, c'était des Métis. Et dans les cuisines, c'était des Noirs. Et je dis, mais au fond, on a une reproduction à peu près similaire, avec des gens qui dirigent, des exécutants à l'accueil, et puis des petites mains qui sont dans les tâches qu'on pourrait qualifier d'ingrates. Et donc, mais à travers ça, où c'est un phénomène que Confiant caricature, moi je fais confiance à l'intelligence humaine, parce que l'intelligence humaine permet des rapprochements très forts individuellement entre les différentes communautés. Je le vois très souvent. Ne serait-ce que dans un élément qui est très structurant, qui est le travail, je ne vois pas, puisque au bureau, j'ai énormément d'entreprises, qu'elles soient de métro, de béquets, ou de non-béquets, de noirs ou de libanais. Il y a des entreprises. Je ne crois pas que les relations dans les entreprises béquets que j'ai soient les plus mauvaises avec leurs salariés, leur personnel, dans l'écoute, la volonté de les faire monter, le respect, etc. Hein, ça, je vous le dis, et j'ai plus de 50 ans de recul et d'observation sur un échantillon important. Je ne vois pas. Alors, effectivement, l'image du Capest envoie cette image, on peut pas le nier, mais ça ne traduit pas une réalité quotidienne. En tout cas, ici, Francis Carole disait l'autre jour que les relations individuelles ne posent pas de problème. Les relations individuelles ne posent pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Et elles ont, à travers l'histoire, souvent été synonymes de solidarité, d'entraide, etc. Je lisais dans les grands témoins de France Antilles, elle disait, une dame qu'on interrogeait, elle disait « Ah ouais, en 40-42, c'était très difficile d'avoir de l'approvisionnement. Heureusement, le béquet du coin partageait avec nous. » Mais bien sûr, peut-être qu'il partageait, ça dépendait de son tempérament. S'il est égoïste, il ne partage pas. S'il n'est pas égoïste, il partage. C'est tout. Moi, je fais confiance à l'individu. Je ne veux pas me noyer dans un truc en me disant « Ah, vous, les béquets ». Moi, je ne suis pas le béquet, je suis le béquet José Marron-des-Grottes. Il y a des choses que j'aime, des choses que je n'aime pas. Je ne veux pas être intégré dans une espèce de catégorie en me disant « C'est comme ça que vous fonctionnez ». Non, je fonctionne comme je veux fonctionner, moi. Pas comme on me dit de fonctionner. Ça n'existe pas, ça. L'autre jour, Carole disait « Ouais, c'est une caste ». Je dis « Presque. Mais il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Contrairement à ce que vous pensez, il n'y a pas de hiérarchie. Personne n'obéit à un quelconque ordre qui viendrait d'un grand chef. Ça n'existe pas.
Et si ça existait, je l'aurais rencontré. Ça n'existe pas. Il y a une hiérarchie quand même économique. Oui, Ah ben, alors, il y a une hiérarchie économique, mais C'est moi ça. j'ai vu la hiérarchie c'est- économique, puisque j'ai vu des parcours d'entrepreneuriat très forts, de blancs, de noirs. J'ai suivi le parcours de M. Lancry, Annette, je le connais moins, j'ai suivi le parcours de M. Roseau, suivi le parcours de M. Parfait, j'ai suivi le parcours de Johan, j'ai suivi le parcours de M. Bernard Ayotte, de M. Alain Despointes, de M. Gérard Despointes. J'ai suivi des parcours. Il y a toujours, comme je disais à Jean-Louis tout à l'heure, beaucoup de travail et souvent de la chance pour être Oui. exactement au bon endroit, au bon moment pour pouvoir Alors, le faire. il y a un deuxième problème, enfin, il y a un problème quand même qui est très important qu'on occulte, c'est la disparition de Saint-Pierre. La disparition de Saint-Pierre, là, à Saint-Pierre, tu trouvais, jouait tout ce qui était, ça s'appelle la bourgeoisie libérale de la Martinique. C'est qui était L'élite. l'élite L'élite. libérale, Ouais. commerçante, intellectuelle, etc. Ouais, il est resté les paysans. Il restait que les paysans. Ouais. C'est-à-dire, il restait de que... quel côté quand Oui, on non, dit ça, mais- parce que, non, il restait parce que que les- la Martinique, c'est quoi? il La restait que- Martinique, il c'est restait que les les béquets, gérants- non, il les restait que libres les de gérants couleur. d'habitation. Dans ce schéma-là, c'était quoi? C'était Alors, il les restait- béquets, les libres de couleur et ensuite les noirs. Alors, il y avait... Attends. À eux, les Attends. libres de couleur, ils avaient les professions libérales. Non, mais c'est pas aussi Et la simple. paysanne- Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Quand tu regardes maintenant, parce que maintenant on a accès aux archives, quand on voit Oui. on voit qui était qui faisait Oui. quoi. D'accord, pas de problème. Mais cette élite commerçante ou intellectuelle, Béquet. comme non, mais il y avait des mulâtres, il y avait tout là-dedans. Voilà, donc c'était Et- les libres de couleur et les béquets. Oui, oui, c'était il y ça, avait une l'élite. élite, à cette j'appelle une élite époque-là. martiniquaise, Oui. évidemment, qui était en avance sur le reste de la Martinique, Mhm. qui était en avance sur le reste de la Martinique, tant de vue des journaux, au niveau de la culture, etc., mais qui a disparu. Et on se retrouvait du jour au lendemain avec une élite rurale, c'est-à-dire que des gérants d'habitation. Oui, que des gérants d'habitation. C'est-à-dire qui n'a aucun recul, qui n'a pas de relation. Parce que cette élite de Saint-Pierre est en relation avec les États-Unis, c'est exceptionnel, qui est en relation avec la Caraïbe. Il y avait des, comment dirais-je, parmi eux, il y avait toutes catégories. Il y avait des financiers, il y avait des... C'était très important. Et en disparaissant, on a perdu pratiquement 50 ans ou 60 ans. Et quand il a fallu renouveler l'élite, il a fallu la renouveler, c'est renouveler l'élite. Et c'est renouveler comment? Comment c'est renouvelé? C'est renouvelé par Fort-de-France. Alors, évidemment, c'était très difficile. C'était beaucoup de petits fonctionnaires, beaucoup de ceci. La seule chose qui... Et il y avait surtout les usiniers. Les usiniers, c'était eux. C'est-à-dire, ils ne sont pas très nombreux, hein. C'est-à-dire les grandes centrales sucrières, c'était Larentie, c'était Marin, c'était Rivière-Salée Petit-Beau, c'était Vivet, c'était Sainte-Marie. C'est-à-dire une dizaine d'usiniers, d'accord, qui étaient vraiment avec des sociétés par action, qui furent financées par le Crédit foncier colonial qui les aidait, d'accord. Et puis autour, j'avais une série de plantations de moyens propriétaires qui livraient les canaux à l'usine, etc. C'est ça. Et c'est cette société-là qui était une société bloquée, d'après moi, et qui empêchait, qui a freiné ce développement, je dirais, endogène de notre communauté. C'est-à-dire la restructuration de notre communauté pour que... Alors, évidemment, de l'autre côté, tu trouves les hommes politiques, hein, et la Gauzière, etc., les hommes politiques qui sont tous chelchéristes. C'est-à-dire, que disait Chelcher? Chelcher dit, c'est nous qui apportons la civilisation. C'est tout. Et les gens ont adopté ça. Tout le monde a chanté la montagne est verte, etc. Sans jamais comprendre ce que tu vas te dire. Oui, même sans jamais sortir de ce... Ouais. Là, je vous écoute, vous êtes mes aînés. Ouais. De mon âge et de mon expérience de vie, il y a quand même un bémol. Sur le plan des individus, sur le plan professionnel, il nous est arrivé, Clara peut en témoigner, que ce soit à Londres, que ce soit aux États-Unis, nous, à Damitkoa, nous ne parlons pas créole, et puis nous, quand on blanc, a dit nous, ça ne parle pas l'école, ça fait, c'est embêté. C'est des bails qui arrivent nous, pas qu'à dire assez souvent, mais ça nous arrive, que ce soit aux États-Unis, en Europe, mais ça ne nous arrive pas ici. On ne peut pas dire que le fonctionnement de notre société n'a pas été fait sur la base de la couleur de la peau. Oui, c'est le code noir. Nous sommes des héritiers de ça. On ne peut pas dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas, si dans l'analyse qu'on doit faire, il n'y a pas du white power.
les Békés, on ne peut pas dire qu'ils sont les héritiers du World Power ou bien ce qu'on pourrait dire la suprématie blanche. Mais par contre, on peut dire qu'ils bénéficient du white privilege. Bon, comme mes références sont un petit peu anglo-saxonnes, c'est pour ça. Mais bon, on peut dire qu'ils bénéficient du white privilege. On peut dire que, par exemple, un exemple marquant dans l'histoire a été la guerre et le temps vichiste en Martinique, où lorsque l'amiral Robert est venu, une de ses premières actions, lorsqu'il est devenu vigiste, a été d'enlever tous les maires noirs et à 90% de mettre des maires békés. Non, pas à 90%. Et à 10% de mettre il n'a pas élevé des le maire noir. Et l'amiral Robert, comme en France, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place, on a vu ça, c'était des industriels. C'est-à-dire, Napoléon III a fait la même chose. Et nous voyons dans l'histoire qu'il y a eu une forte adhésion de la communauté béké. Oui. Donc, nous ne pouvons pas dire au jour d'aujourd'hui que les inégalités... La Martinique, c'est quoi? La Martinique, c'est un pays fortement marqué par des inégalités. Et nous avons un héritage de ces inégalités-là. Donc, il y a peut-être tous les békés ne sont pas des riches, tous les békés ne sont pas des industriels, tous les békés ne sont pas des gens avec maison et piscine, mais par contre, tous bénéficient de ce qu'on appelle le white privilege. Tous. Privilège blanc, hein, pour traduire. Et c'est là où il faudrait justement, pour construire ce pays-là, nous regardons ce qui s'est passé dans les indépendances des îles voisines. Les indépendances se sont faites à quel moment? Au moment où il y a eu la jonction des intérêts. Et c'est là où on a fait peuple. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est lorsqu'il y a eu la jonction des intérêts de ceux qui est leur béquet dans leur pays et des Noirs. Où ils ont fait peuple. Ils ont fait un seul peuple. Alors, la colonisation anglaise, il n'y a pas eu de code noir. Oui, mais tu as eu un laboratoire à la Barbade, d'où Lynch. C'est là qu'il a fait son laboratoire et qu'il est parti ensuite aux États-Unis, qui était une période colonisatrice très redoutable. S'il n'y a pas eu d'éléments juridiques, mais il y avait quand même... En même temps, pour les anglo-saxons, ils avaient deux trucs. Il y avait les dominions et les condominions. Les dominions, c'est la gestion directe. Les condominions, c'est la gestion partagée. C'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Ce sont des condominions. Ils avaient une forme d'autonomie et le gouvernement anglais s'occupait des affaires extérieures. Les dominions, c'était la gestion directe. Mais les dominions arrivent en Angleterre après le congrès de Berlin. C'est-à-dire lorsqu'ils ont pris etc. Partager le monde. Oui, partager le monde entre eux. Par contre, chez nous, la colonisation a toujours réglementé, c'est ça le problème, a toujours réglementé les rapports sociaux. Et en imposant ce type de rapports sociaux, aujourd'hui, comme il n'y a pas eu de politique décoloniale, c'est pas l'indépendance de la politique décoloniale, donc on a transmis, c'est-à-dire, c'est cette continuum et jusqu'à présent, tu regardes bien, le ministre passe, il dit régler, signer entre vous, puis après il veut signer. La dernière fois, à propos du problème de la vie chère. Signez entre vous, puis après, vous signez. C'est-à-dire, faites vos affaires, moi, je suis... Je dois te dire, donc, si tu veux, la question pour nous aujourd'hui, il faut bien interroger l'histoire pour comprendre comment ça s'est passé et comment résoudre cette histoire. On ne peut pas demander à la France de régler nos problèmes de manière... Nous cachons l'argent, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, etc. Et on n'est pas capable, on ne sait pas donner les moyens entre nous de régler nos problèmes. Oui, mais pour ça, il faut qu'il y ait un discours. Nous sommes là tous les trois. Mais est-ce que ça reflète la réalité martiniquaise? Il faudrait que nous ayons un discours pour dire que là, on choisit, peu importe, que ceux qui veulent aller jusqu'à l'indépendance, ceux qui veulent rester français, ce n'est pas le sujet. Mais nous choisissons d'être martiniquais. Et pour ça, nous formons un peuple. Donc, il faut mettre tout sur la table. Et on ne peut pas passer à côté, je pourrais dire, de la réflexion sur la notion de justice et aussi de réparation. On ne peut pas passer à côté de ça. Parce qu'il y a une catégorie de la population qui a bénéficié du fait colonial et esclavagiste. Et ce qui a hérité de ces bénéfices-là, même au moment de l'abolition, il n'y a pas eu d'interruption de ce bénéfice. Je pourrais même dire qu'il y a eu une amplification.
Il n'y a pas un truc, ça dit qu'en fait... Puisqu'ils ont été indemnisés. Non, attends. Ah non, mais là, on peut parler de ça. Là, oui, il faut pas caricaturer. Non, je ne caricature pas parce que ce qui s'est passé. dans le décret de Schellcher, on le voit déjà dans ce que vous dites, par exemple, sur la guerre. Je ne suis pas d'accord avec vous dire qu'ils étaient vichistes ou pas vichistes. Des gens très haut placés comme président du syndicat des usines, qui était le père de M. Bernard Ayotte, Léon Ayotte, il a des courriers extrêmement durs sur l'amiral Robert. Il lui envoie des lettres extrêmement dures. Monsieur, vous menez une politique winneuse, vous affamez le peuple. Si bien que l'amiral Robert le destitue de son poste de président en lui disant « Je vous enferme au fort Napoléon ». Ouais. Le maire de Fort-de-France qu'il a nommé, Jean de la Garrigue, qui était un polytechnicien colonel, il a dit « Vous m'emmerdez, je repars faire la guerre ». Le problème qu'il y a, monsieur... oui, mais dans les familles, vous ne savez pas mais c'est pas ça. les discussions. Ma réflexion ne se situe pas au niveau des individus. Ah ben oui, mais ma réflexion se situe... Quand vous dites les béquets étaient ma réflexion... pour l'amiral Robert, non. Je n'ai pas dit qu'ils étaient pour l'amiral Robert, mais néanmoins, l'amiral Robert, à 90%, dans le conseil municipal, a mis les béquets. Je ne crois pas que ce soit 90%. En enlevant les mers noires et en mettant 10% de mulâtres. L'amiral Robert, le gouvernement de Vichy, en France comme en Martinique, un peu partout, dissout les conseils municipaux. Oui. Bon. Et nomme uniquement des industriels ou des entrepreneurs ou ce que tu veux, des propriétaires. Ceci s'est fait en France. C'est fait aussi en Martinique, sous Napoléon III aussi. Sous Napoléon III, il y a la même politique. C'est une politique, si tu veux, d'empire. C'est comme ça fonctionne. Donc, je ne parle pas bouillon, c'est une directrice d'école. Madame, j'ai oublié son nom, qui était directrice d'école qu'on a mise. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Donc, si tu veux, voilà comment la politique sur les fascistes, c'est une politique fasciste, a mis en place pour gérer la colonie. Nous sommes encore colonie à l'époque, à gérer la colonie. OK? Donc, il s'appuie sur une couche bien précise pour gérer la colonie. Ça, c'est une première chose. C'est l'histoire, on peut pas... Ouais. On peut pas... Ouais. Mais par contre, ce que j'explique bien, c'est... Enfin, d'un point de vue, de ma lecture, j'explique bien, c'est que entre 1848 et la loi de paternalisation, si tu veux, et la disparition des pierres, nos élites, parce qu'il faut avoir des élites, n'ont pas pris la mesure du projet Martinique pour l'emmener à ce qu'il devait être. C'est-à-dire, la fracture était telle, d'accord, au début du XXe siècle, on a eu les usiniers et le reste de la population. C'est tout. On a usiniers et le reste de la population. C'est ça. Et le modèle économique mis en place, c'est la grande plantation comme on connaissait à Cuba, on connaissait partout. C'est ça. Ouais. C'est la grande plantation comme ça à Cuba, de toutes les îles, etc. C'est la grande plantation. D'accord? C'est ça, le modèle. Et ce modèle-là, si vous voulez, a généré ou a fait perdurer jusqu'en 1970, évidemment, cette fracture sociale qui était très importante. Et c'est après 70. Mais tu ne mets pas les mots. Cette fracture sociale entre qui et qui? Non, mais la fracture sociale entre les propriétaires, les usiniers, les usiniers, il n'y a pas d'usiniers en Martinique, il n'y a pas d'usiniers centrale. D'accord? Et la masse agricole, on voit bien tous les conflits sociaux qu'il y a eu entre depuis la fusillade du François. 1900. Oui, jusqu'à 1974, c'est un conflit social de classe, comme on dit, de classe sociale, entre la masse de vie agricole et les propriétaires. Et les propriétaires qui soient centrales, etc. Bon, ça c'est... Et l'autre intermédiaire, nous avons une couche qui est apparue. Il y a 3 couches qui sont apparues. Il y a une couche, ça s'appelle une bourgeoisie nationale, qui est des entrepreneurs du bâtiment, etc., des distillateurs qui existaient, qui ont disparu aussi. Et puis tu avais une autre couche de fonctionnaires. Ça c'est l'après-guerre. La période de l'après-guerre. Oui, de fonctionnaires qui étaient très importants, de petits fonctionnaires importants, mais qui servaient de relais uniquement, comme les anciens, qui servaient de relais uniquement de transmission, si tu veux, de ce que dit la métropole vis-à-vis de nous. D'accord? Et la question du stratégique du développement économique des projets nouveaux était secondaire. C'était secondaire. Résultat, aujourd'hui, on se trouve une situation pareille. La France nous dit, j'ai plus d'argent à vous donner. C'est un cadeau. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on en revient
au fait qu'il faut que nous soyons martiniquais. Ah, c'est Oui, clair. mais moi je suis d'accord. Martiniquais. Mais j'entends ce discours depuis 50 ans, et depuis 50 ans, je n'ai pas vu l'ombre d'un début de programme en disant voilà comment nous pouvons à fonctionner, qui la faute, voilà avec quelles ressources on peut fonctionner, voilà vers quelle direction on va aller. Personne. Alors, D'ailleurs, ça a Monsieur été dit. Marot-Desgrottes, Monsieur Dunant, Monsieur Fonsa, à qui la faute? Pourquoi est-ce que cette méfiance c'est pas- Alors, envers je- les béquets continue perdure? Je veux dire, parce que vous parlez de white privilege, mais moi j'ai une sœur qui voulait faire l'école normale. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens d'envoyer tout le monde en métropole. Moi je suis parti boursier en métropole. Et donc elle prend un dossier à l'éducation nationale pour s'inscrire à l'école normale. Mais la directrice, ma mère est directrice de l'école maternelle, la directrice du collège dit à ma mère, laisse-moi voir le dossier qu'on t'a donné. Mais elle dit à ma mère, mais ce dossier-là, on envoie ta fille nulle part. C'est une voie sans issue. Donne-moi, je vais aller déposer le dossier pour toi. Vous croyez que ce n'est pas des réalités Mais bien sûr. quotidiennes? Si, Et alors vous parlez de white privilege ou de n'importe quoi. Mais ici, c'est sans arrêt dans une administration où il faut essayer de dire comment est-ce que je peux déposer le dossier pour pas qu'on me rejette. Vous avez vu dans une administration quelconque ici qu'on embauche des béquets? Non. À la CTM, dans les mairies, à la sécurité sociale, il n'y en a pas. Ils doivent se débrouiller pour avoir un boulot. Ils doivent se débrouiller. C'est la réalité de ce qu'ils font. Alors, je peux renvoyer. Parce que ce sont des choix aussi. Je peux renvoyer les faits. Non, il y en a qui auraient aimé. Dans une banque, il y a des gens qui ont postulé dans les banques. Ah non, 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 le syndicat dit non, non, nous pas les béquets, etc. Mais c'est des réalités, ça. C'est dans ce petit pays de 1000 km², ce sont des réalités. Mais il y a aussi l'effet miroir. Il y a aussi l'effet miroir où dans les entreprises béquets, où la main-d'œuvre, je pourrais dire, de l'exécution, on pourrait dire qu'elle est noire. Il pourrait y avoir 2-3 noirs pour les cadres intermédiaires, mais lorsqu'il s'agit de l'aspect où on prend les décisions, alors là, c'est monochrome. On pourrait également faire cette analyse-là et voir. Non, mais là, c'est pas le problème. C'est pas tout à fait vrai parce que dans l'autre sens non plus, monsieur Marot-Desgrottes, c'est pas tout à fait vrai. C'est une réalité, ça. Bon. Quand vous déposez un dossier, on peut le mettre de côté ou le traiter. Ça Monsieur dépend Marot-Desgrottes, qui le dépose. je ne crois pas qu'un béquet soit plus victime de l'administration française qu'un afro-descendant en Martinique. Pas de l'administration française, je ne crois pas. Non. Mais si vous voulez, dans les établissements, dans les sociétés qui sont des multinationales, si vous prenez les banques, ça appartient à qui une banque? Ça appartient pas à M. X, ça appartient à des énormes groupes. Ouais. Là, ils prennent l'encadrement qui est compétent, moi, je le vois donc dans la BRED que j'avais suivie, il y a un encadrement martiniquais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes dans une entreprise qui appartient à M. X, bien sûr, il mettra des gens qui lui sont très proches autour de son entreprise. Mais si vous prenez dans ces groupes-là, vous avez de plus en plus, moi j'en vois, des gens de qualité, des gens formés, des gens compétents. Le bras droit d'Ivayotte, c'était pas Marcel Présent. Alors, c'est Marcel Présent pendant 30 ans. C'était son bras droit. Mais dans ce que vous dites, mais je voudrais aller sur un autre sujet. Dans ce que vous dites, vous renforcez mon opinion. Vous me dites qu'il mettait autour de lui des gens de confiance. Et aujourd'hui, on en voit de plus en plus de gens de qualité. Mais c'est ça la définition du white privilege. Le white privilege, c'est quoi? C'est que... Non, c'est la compétence aujourd'hui. C'est la compétence des gens. C'est quoi le white privilege? C'est que d'un côté, on n'a pas besoin justement de faire preuve de compétence pour être à ce poste-là. Là où pour un autre, on va lui demander justement les compétences. Plus, ça. Mais je voudrais refermer cette parenthèse. Ça n'existe plus. Les entreprises sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus confrontées à des réalités juridiques, économiques et tout, pour ne pas mettre à des postes clés des gens qui sont compétents. Non, mais il y a une réalité. Donc, la Martinique, c'est quoi? La Martinique, c'est 42% de diplômés n'ayant que le bac. C'est ça la Martinique. La Martinique, c'est 50 000 personnes sous le seuil de pauvreté. C'est ça la Martinique. Oui, mais bien sûr. La Martinique, c'est 70% des salariés qui sont SMIC. Oui. C'est ça la Martinique. Oui. Donc tout le temps que nous n'aurons pas un plan pour que nous ayons en Martinique des professions à haute valeur ajoutée, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est une première réponse. Qu'est-ce qui bloque ça? Non, mais c'est à nous de faire ce travail-là. Ça, c'est une première réponse sur le problème de la vie chère. Deuxièmement, le sentiment qu'il y a.
Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la communauté martiniquaise. Ce n'est ni la communauté béké, ni la communauté afrodescendante, mais la Martinique, la communauté martiniquaise. Et aujourd'hui, le sentiment qu'il y a, et c'est vrai, c'est que nous pouvons être frères, nous pouvons être liés d'amitié, mais nous ne pouvons pas être beaux-frères. Et ça, Oui. et ça, c'est un problème communautariste de la résultante, c'est le continuum colonial. Et tout le temps que nous n'allons pas briser ce réflexe colonial, nous n'y arriverons pas dans ce petit pays-là. Et c'est ça qui m'importe, moi. Ce que j'ai vu à Barbade, nous avons été dans une conférence sur le congrès de la réparation en 2022 à la Barbade, où il y avait tous les pays de la Caraïbe, de l'Amérique centrale, puisque eux aussi, ils posent le problème de la réparation. Nous avions également des Anglais, et la logique est totalement différente. Donc, et c'est là où je dis que les colons, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, parce que c'est les colons qui ont provoqué l'indépendance des États-Unis. Oui, c'est les colons ensuite qui ont, avec les esclaves, qui ont impulsé le mouvement abolitionniste. Ce que nous voyons dans la Caraïbe. Et pourquoi ce n'est pas possible? Laissez-le finir, M. Fonsat. Termine, Fabrice, ensuite vous aurez terminé. Et c'est ce point-là, c'est ce point d'évolution. Je voudrais qu'on évolue. Parce qu'à force de ne pas évoluer, la Martinique, elle régresse, et elle va régresser avec tout le monde. Elle disparaît. Allez-y, M. Fonsat. Ouais. Alors, je disais, non, ne pas confondre les dépendances des États-Unis, les 13 colonies américaines, où ce sont des Européens qui... Non, je parle dans la démarche de volonté d'émancipation, pas de... Ouais. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est le modèle colonial anglo-saxon qui n'a rien avec le modèle colonial français. C'est deux modèles différents. Mais l'atrocité est la même, hein? Non, mais c'est deux modèles coloniaux différents. Parce que, je te dis pourquoi. Et l'élite barbadienne qui prend le pouvoir dans l'autonomie des années 54-55, c'est une élite barbadienne, puisque les Anglais, c'est le home rule. Les Anglais ne s'intéressent pas de civiliser des gens qui Ce qui intéresse les Anglais, c'est trade, c'est commerce. Business, c'est tout. Donc, les élites barbadiennes qui prennent le pouvoir, et ensuite, c'est Barrow qui prend le pouvoir, ils sont dans l'école anglaise. Donc, pour eux, le développement, c'est leur business. C'est leur business. Ce n'est pas dire qu'ils ne reconnaissent pas l'esclavage, parce qu'il y a un fameux musée qui va s'ouvrir là bientôt en 2025. Voilà encore notre problème en Martinique. C'est tout. Donc, ils reconnaissent, mais ils disent c'est leur business. Bon, ça, c'est une première chose. Ça, c'est clair dans tous les pays anglo-saxons. Maintenant, deuxième problème, la question des réparations, de la manière dont ils posent la question des réparations. Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas eu... Ils n'ont pas remboursé les propriétaires d'esclaves. Ils n'ont pas remboursé ça en Angleterre. Simplement, et qu'est-ce qu'ils disent? Parce que la question s'est posée en Angleterre, au Parlement, ils n'ont pas accepté ça. Ils disent que, pour nous, la traite n'est pas une traite d'État, c'est une traite commerciale. Donc, ce n'est pas notre problème. Donc, on ne rembourse pas. C'est une traite, pas une traite d'État. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Les anglo-saxons, ils ont fait un calcul. La différence, c'est là. Ils ont fait un calcul. C'est Vogel, l'économiste, qui a fait ça. Il a fait un calcul pendant 250 ans. Le nombre d'esclavagisés, etc. Ouais. Et la production des services et du sucre à Barbade, etc., ça donnait tant d'argent. Et ils disent, aujourd'hui, nous sommes d'accord, nous voulons simplement que notre part dans la production, le salaire qu'on n'est pas versé, vous nous le remettez. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Ça, c'est la différence. Et les Haïtiens, en 1824, la même chose. On ne rembourse pas la perte des esclaves. On vous rembourse uniquement la production et les services que nous avons créés. Et c'est ça la différence. Tu vois, dit. Alors, ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose maintenant en Martinique, c'est-à-dire qu'on découvre notre histoire. Je me souviens des années 70, quand vous commencez à étudier l'histoire, quand vous faisiez des trucs, on disait, on ne peut pas parler de l'histoire Martinique, ils sont indépendantistes. C'est ça, c'était ça à l'époque. Aujourd'hui, mais oui, aujourd'hui, mais rassure-moi, c'est pas une maladie d'être indépendantiste. Non, mais comment en 70,
nous, on faisait des petites conférences sur l'histoire de la Martinique pour les gens, si maintenant on était arraché chez eux, c'est indépendant de cela, on a fait l'histoire Martinique, quand on parle d'esclavage, on parlait ça. Tu vois, je te dis, aujourd'hui, l'histoire de la Martinique, c'est bien. J'écoute la radio hier matin, ou avant-hier matin, et il y a un truc au diamant. Le gars présente le truc du diamant, et tu sais, il dit, voilà, on va fêter ça, on va commémorer ça, etc. Et je vois que le gars qui représente la vie du diamant ne connaît pas l'histoire de ça. Je dis, j'envoie un message à Paulo Diapolo, l'histoire du diamant, c'est quoi? C'est le navire, le dernier navire négrier, l'Amélie, qui a coulé là, Oui. avec des ibons. Bon, après l'interdiction de la traite. Oui, oui, en 1830, qui a coulé là, j'ai une partie noyée, et la colonie a récupéré ces Africains, ils ont réduit l'esclavage. C'était des esclaves coloniaux. Tu t'imagines à quoi ils ont servi? Ils ont servi, alors, à planter des légumes pour l'hôpital militaire. Mais c'est très intéressant cette partie-là. Oui. On doit rebondir là-dessus. Oui, C'est très l'hôpital intéressant. militaire. Et au moins, ce qui était installé, tu sais, elle avait pris au parce que c'est ça qu'ils cultivaient. Elle avait pris la Sarus. Bon. Et je dis que c'est pas possible que le gars organise une manifestation là, sans connaître cette partie-là. Je suis allé encore plus loin. J'ai découvert, en fouillant toutes les archives, j'ai découvert que parmi les Africains, il y a une Africaine que Rivière-Pilote, M. Gaudésormeau Gauducanet, sa même famille, a acheté. Elle s'appelait Cléry, c'est-à-dire tous les ascendants des Cléry de Rivière-Pilote. Tu vois, t'as dit? Ouais. Et je dis, mais c'est pas possible que le gars ne puisse pas expliquer ça aux gens. On peut pas dire aux gens de venir manifester et tu connais pas au moins l'histoire de cette période historique importante. Tu vois, t'as dit? Ben, Réponds courtement, parce qu'on a la tribune digitale qui arrive. Parce qu'on a réduit l'histoire aujourd'hui, si tu veux, uniquement à l'esclavage, sans connaître effectivement, Alors, sans chercher. Ouais. Dans notre définition de ce que nous sommes, Ouais. nous venons de voir que le dernier bateau négrier est arrivé en Martinique en 1830. Ouais. 1800 Clandestin. Enfin, peut-être qu'il y en a eu d'autres. on ne Non, sait mais il y pas. avait l'interdiction aussi. Oui, depuis Il y avait- 1815. D'accord. 1815. Donc, on peut dire que de 1830 à 1848, 90% des esclavisés sont nés dans l'esclavage. Oui, oui, ça c'est clair. D'accord. Au moment où il y a la dite abolition de l'esclavage, celui qui va définir le rapport avec l'ensemble de ces affranchis-là, c'est qui? Celui qui était maître. C'est lui qui nomme. C'est lui qui définit les rapports sociaux. C'est lui qui définit les rapports aussi d'habitation liés à la loi sur le vagabondage, etc. Ça c'est après ça. Donc, nous voyons bien, justement, et ça a été fait dans un rapport de domination. Ça n'a pas été fait dans un rapport d'égalité. Ça a été fait dans un rapport de domination. Oui, parce que Et jusqu'à maintenant, mais jusqu'à maintenant, nous sommes dans ce continuum-là. Oui. C'est ce qu'il faut briser. La deuxième chose, rapidement, que je voudrais dire. Nous allons à la Nouvelle-Orléans. Espace de plantation, français également. Français. Que Napoléon a vendu aux Américains. Ouais. Parce que Nous allons dans l'une des deux plus grandes habitations, enfin Fortement plantations, Fabrice. au Calais. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la reproduction de ce qu'était une habitation. Ouais. Avec les cases des esclaves, l'espace des esclaves, les champs, dans la maison du maître, ce que c'était. En Martinique, nous allons dans n'importe quelle habitation, on n'a pas l'impression qu'il y avait l'esclavage. On n'a pas l'impression qu'il y avait l'esclavage. Donc, si nous ne faisons pas ce travail de mémoire déjà sur nous-mêmes, de ce que nous sommes, on ne va pas y arriver. Mais Et c'est bien. ça. Qui peut faire un musée? Mais justement, on va répondre à peut ça faire dans un la musée? question de la tribune C'est- digitale. On y c'est va pas tout de une suite. initiative privée. Messieurs, on y va alors. La question du téléspectateur dit la chose suivante. La guerre mémorielle ou identitaire semble inévitable en Martinique. Comment faire pour l'éviter? Ou faut-il réveiller les consciences ou on tire vers un risque de polarisation? Messieurs, Monsieur Maraudy-Grotte. C'est l'intelligence humaine qui va régler le problème, pas des concepts. C'est l'intelligence humaine, c'est l'intelligence du cœur qui va régler le problème. Pas comme ça en disant la guerre mémorielle et tout ça. Mais c'est quoi tout ça? C'est des slogans. C'est l'intelligence humaine. Pourquoi on ne fait pas un musée? Qui peut prendre l'initiative de faire un musée? Pas un privé. Un privé ne va pas prendre l'initiative
même s'ils voudraient participer. Roger Jam avait déjà cette idée-là, il y a 20 ans, de dire faisons un musée, mais où, comment, avec quels moyens, on ne sait pas. Personne n'est contre ça dans cet projet louable de faire un lieu de mémoire. On peut avoir un lieu de mémoire amérindien, on peut avoir un lieu de mémoire de la période esclavagiste, on peut avoir des lieux de mémoire. C'est tout à fait... Il y a des lieux de mémoire partout. Moi, je suis allé en Vendée, il y a des lieux de mémoire. Hein, on parlait tout à l'heure du Code noir qui n'a pas été aboli, mais il y a plein de textes dans la législation française de période révolutionnaire qui n'ont pas été abolis. Et on dit, mais la Vendée réclame l'abolition de certains textes qui datent du comité de salut public. Ouais. Alors, ça n'a pas la même force que le Code noir. C'est vrai. Mais il y a dans le Code français, des textes qui sont là, qui sont désuets. Personne n'imagine qu'il peut être encore en activité, mais il y en a d'autres. Alors, moi, je pense que quand le Premier ministre dit qu'il faut nettoyer, bon, c'est un message qu'il envoie. Mais moi, je partage l'avis de Jean-Louis. On n'a jamais quitté très loin le colonialisme. Et si on a évincé Bicêtre en 48, c'était pour ces raisons-là. C'est-à-dire, on n'a pas voulu, quand il y a eu le déjeuner de Sainte-Marie en 1910 ou en 1919, entre Lagosilière et Fernand Clerc, qui était un usinier très riche. L'Alliance du capital. L'Alliance du capital. Faire et du travail, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais ça fait un bide. Ça n'a pas marché. Ça, de part et d'autre, ça n'a pas marché. En disant, ça, Michel Clerc-Gamandé nous fait là, Lagosilière ou Catron-Péco, ça c'est ennemi héréditaire. Alors tout le temps qu'on va être comme ça, à se regarder en chaîne de faïence. Non, moi je n'ai pas d'ennemi héréditaire. Je suis à l'aise partout. Je fais une conférence sur les premiers habitants de la Martinique. Radio Caraïbe reçoit un message me disant que je ne suis pas habilité à parler de ces problèmes. Je dis, pourquoi je ne suis pas habilité? Non, mais qui habilite qui? Hein? Qui habilite qui? Oui. Ben non. Je suis habilité à parler de tous les problèmes qui concernent la Martinique. Nous ne sommes pour le lieu de mémoire, je considère justement qu'il y a une espèce d'hypocrisie de la part des élites politiques martiniquaises. Bien sûr. Il y a un faux semblant, une hypocrisie. Je peux donner deux exemples. Et mon amie Cécile Selma, qui était directrice elle avait racheté tous les bâtiments qui sont à côté du musée d'archéologie. D'accord? Elle a eu un financement pour créer un musée de l'homme martiniquais, des Taïnos jusqu'à aujourd'hui, en passant par etc. Bien sûr. Et il a fallu que le conseil général de l'époque mette 10% de la somme pour, effectivement, actionner un truc. Ils n'ont pas fait. Elle est partie à la retraite, elle a préféré partir. D'autre part, nous avons créé avec monsieur... l'ancien inspecteur d'académie, M. Faoudière, une association, nous avons créé une association pour la création d'un musée en Martinique, d'un musée de l'homme martiniquais. On a créé l'association, j'étais secrétaire de l'association, etc. Et on a frappé à toutes les portes pour que l'idée du musée soit prise en charge par les politiques ou par ceux qui pourraient nous aider. On nous a répondu, ce n'est pas une urgence. Ouais. Alors, tu vois, ce n'est pas une urgence. Mais ça revient à ce que je dis. Il y a deux problèmes pour le lieu de mémoire. Il y a les lieux de mémoire qui existent déjà. Les habitations, ce sont des lieux de mémoire. Oui. Mais ce sont des lieux de mémoire où on ne va pas jusqu'au bout, où il y a une partie de l'histoire qui est effacée. Nous savons que c'était des habitations, nous savons que ce qui s'y produisait, mais il n'y a aucune trace de l'esclavage. Et habitation sans esclavage n'est pas une habitation, contrairement à ce que j'ai pu voir à la Nouvelle-Orléans, par exemple. Ensuite, il y a aussi une hypocrisie de la part des responsables politiques martiniquais qui préfèrent faire la politique de l'autruche pensant que ça va passer. Si on ne met pas sur la table tout en disant que ce soit Béké, Syro-Libanais, descendants d'Indiens, descendants d'esclavisés, on fait la Martinique. Et il faut mettre les concepts de justice et de réparation sur la table. Comment réparer? Je vous donne un exemple. Il y a une bienfaitrice qui a donné à l'hôpital John Hopkins 300 millions de dollars en disant qu'elle veut, à la suite de ce don, que tout parent dont les enfants, du moins tout enfant dont les parents ont un revenu inférieur à 200 000 dollars,
c'est quand même assez confortable. Important, oui. 200 000 $, puissent avoir l'ensemble de la scolarité prise en charge. Ouais. Nous voyons aussi d'autres exemples d'initiatives privées dans l'espace, dans la société, pour justement organiser cette société-là. On l'a ne pourra malheureusement pas élaborer Non, trop sur ce point. Je te réponds. Ça, c'est dans la politique anglo-saxonne. Oui, mais on l'a dans vu. la politique française, Non, mais l'État. nous pas français, nous martiniquais. Oui. Et donc, entre martiniquais, il faudrait qu'on prenne le temps, justement, De s'asseoir. Mais et de dire... On est aussi français. C'est ce Non, qu'ils mais, ont non, demandé mais c'est en pas, non, mais c'est pas notre 46. identité première. C'est pas notre identité. Comme je Messieurs. dis, c'est pas notre identité. On a une patrie et une patrie, vous savez ça. Ah, mais la patrie, c'est la terre de mes pères, c'est la Martinique. Oui. C'est Alors, dans le sens grec. on va devoir clôturer. Donc, la dernière question, qui sera aussi votre conclusion à chacun de vous trois, mixité sociale ou on reste en groupe fermé? On y va. Qui veut répondre en premier? Mais enfin, moi, la mixité sociale, les gens font ce qu'ils veulent dans cette société. Moi, personne ne va me dire il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. J'ai 4 enfants, il y en a 3 qui sont mariés avec des non-martiniquais. Et les 20 petits-enfants de mon père, petits-enfants de mon père, il y en a 12 qui sont mariés, qui vit en Suède, qui vit en Allemagne, qui vit, etc. C'est comme ça le monde aujourd'hui. Le monde est ouvert. Moi, dans ma famille, on se marie maintenant souvent lorsque les jeunes vont faire des études dans une école de commerce. Ils découvrent des gens Votre et ils se conclusion? marient. C'est quand la colle prend. Mais le vivre ensemble, C'est ça. venez, moi, jeudi, je vais faire un challenge du nec marron en compétition avec les amis. Moi, j'ai aucun problème. Et personne ne me dit, ah ben, ou fini. Je dis, pour qui m'a pas fini? Pour qui m'a pas fini? Le 22 mai, si on abolit l'esclavagisme, si on abolit l'esclave, il abolit tout le monde le 22 mai. Mais que ça perdure, parce que les mentalités ont des décennies pour évoluer. On peut pas... Il n'y a pas une évolution qui dit demain Là, c'est matin... certes. Après, Là, c'est certes, c'est pas des Messieurs, décennies. nous, on a commencé ce soir, on s'est assis, on a discuté, c'est déjà un bon début. On y va, Monsieur Fonsa, très très courtement. Oui, s'il vous mais plaît. très courtement, pour moi, la question, c'est une question décoloniale. C'est une question décoloniale, premièrement. Deuxièmement, le fait que tout le monde appartienne à une même entité, sur le même espace géographique, historique et culturel, C'est un peuple. un peuple ou une nation. Et troisième et important, et quelle vision qu'on a de développement de notre pays. Est-ce, effectivement, on trouve des gens qui ont de l'argent, qui n'ont pas d'argent, etc. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Et est-ce que nous sommes prêts, si tu veux, est-ce que nous sommes prêts à s'organiser pour assurer notre propre développement? Même si on garde la tête droite, appuyer sur les épaules des autres. C'est pas un problème. Aujourd'hui, on peut trouver de l'argent pour que... Monsieur Dunant, Ben, Fabrice, vas-y. ces messieurs ont dit exactement la même chose que nous. Qu'est-ce que nous voulons et qui nous sommes? Nous sommes des Martiniquais, sans exclusive et sans rejet. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir autour d'une table Comme on a fait ce soir. et définir le projet que nous avons pour ce pays-là, pour le bien de tous. C'est ce qui m'intéresse, pour le bien de tous. Et ce qui a marché ailleurs, devant un pays aussi abîmé, doit être appliqué en Martinique. Très bien, Il faut être imaginatif. Ouais. Oui, oui. selon vous trois. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir marché sur ce fil tendu. Je pense que l'exercice vous a plu. Bonne soirée à vous. On se voit jeudi soir prochain. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci.